épisode de C'est dans l'eau qui traitera d'un sujet plus qu'urgent. En effet, l'impact du réchauffement climatique sur le cycle de l'eau est aujourd'hui une certitude admise par toute la communauté internationale scientifique. En effet, d'ici 2070, une hausse des températures atmosphériques de 2 à 5% est attendue. Ce réchauffement climatique impacte directement le cycle de l'eau. Et on retrouve donc plus de vapeur dans l'atmosphère et moins d'eau à l'état liquide. Les phénomènes extrêmes sont alors plus fréquents et plus puissants, comme des pluies violentes, des inondations, des longues périodes de sécheresse. De plus, la quantité d'eau qui alimente les cours d'eau qui s'infiltrent dans le sous-sol diminue, entraînant une baisse du débit des rivières, appauvrissement des nappes phréatiques. Quand le cycle de l'eau est perturbé, le quotidien des êtres vivants aussi. On pourrait affirmer que la montée des eaux, la dégradation de la qualité de l'eau ou encore le stress hydrique ont contribué à creuser les inégalités sociales, économiques dans le monde. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est l'or bleu, comment le réchauffement climatique affecte-t-il les relations entre les acteurs? Au programme, notre reporter spécial va nous faire part des conflits sociaux et économiques qui découlent de l'état de l'eau dans le monde. Nous écouterons par la suite l'expert Baptiste Foulon, expert à l'Office international de l'eau. Puis M. Zindine Mahjoub, expert en hydrogéologie, sera parmi nous pour nous expliquer son point de vue au niveau national tout en donnant des solutions. Aujourd'hui, en 2040, comme beaucoup le craignaient, depuis les années 2000, l'eau est devenue la ressource la plus convoitée. En effet, l'eau est véritablement devenue l'or bleu, pour le meilleur et pour le pire. 40% de la population est en pénurie d'eau, et cela est inquiétant puisqu'on se demande ce que cela va engendrer pour nous en tant qu'humains, en tant qu'espèce. Une montée des prix, une guerre civile, de nouveaux modes de vie, c'est sur quoi mes collaborateurs se feront un plaisir de détailler par la suite. Dans un premier temps, nous allons donc nous intéresser à un problème majeur auquel on ne pense pas forcément avec la montée des eaux, qui est l'immigration. Près d'1,6 milliard de kilomètres cubes d'eau sont présents sur les 3/4 de la surface de la planète, c'est-à-dire 75% de la surface de la planète. Et en 2012, François Crépeau, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des migrants, a remis un rapport à l'ONU dans lequel il estimait que jusqu'à 200 millions de personnes pourraient quitter leur foyer sous l'effet des conditions climatiques d'ici 2050. Ces chiffres se sont vérifiés aujourd'hui et ne cessent d'augmenter dans leurs estimations. L'augmentation du niveau des mers a jusqu'à aujourd'hui submergé les foyers de plus de 290 millions de personnes. Des îles du Pacifique au delta du Gange, des millions de personnes risquent encore d'être chassées de chez elles par la montée des océans. C'est donc une fuite sans espoir de retour pour des réfugiés climatiques qui devront trouver une terre d'accueil. Selon une étude parvenue en 2018 dans la revue Science Advances, la plupart des millions d'atolls tropicaux seront inhabitables d'ici 2050. Dans tous les cas, que ce soit de petites îles peu peuplées ou de grandes mégalopoles côtières, cette redistribution d'une partie de la population mondiale doit être organisée sur plusieurs générations, telle le chercheur François Gémel, qui est également enseignant en sciences politiques à l'université et spécialiste des migrations liées à l'environnement. Le pire serait donc d'attendre le dernier moment et d'être obligé de déclencher des opérations humanitaires pour reloger dans l'urgence ces populations. Et même si ces mouvements de population devraient être principalement internes, selon les experts, ils n'iront pas sans difficulté. Autre conséquence de la montée du niveau des océans, les villes côtières pourraient être submergées avant la fin du siècle. Si rien n'est fait pour réduire la consommation d'énergie fossile, New York pourrait devenir inhabitable en 2085, soit dans une seule génération. Et avant cela, les grandes villes construites sous le niveau de la mer pourraient être envahies par les eaux. C'est notamment le cas de villes telles que Miami, New York, Tokyo, Singapour, Amsterdam ou encore Rotterdam. D'après Steven Nerem, professeur à l'université aux États-Unis, il semble qu'il soit déjà trop tard pour certaines villes américaines de Floride, notamment Miami. On retrouve également des difficultés semblables à l'autre bout de la Terre, en Asie. Au Bangladesh, la fonte des glaciers Himalayas entraîne une augmentation des débits pluviaux, qui se conjugue avec l'élévation des eaux des estuaires. Cela provoque de nombreuses inondations. D'ailleurs, en 2005, la moitié de l'île de Bola a été inondée. L'exode rural vers la capitale qui est Dhaka devrait donc se compléter par d'autres migrations dans les années à venir. Quant au Népal, le recul des glaciers de 10 à 60 mètres par an depuis les années 1980 a provoqué la formation de lacs glacés qui se déversent actuellement dans les vallées habitées, comme le lac Imja, situé au-dessus de la vallée de Khumbu. Ainsi, parmi les régions les plus exposées, on retrouve l'Asie, mais aussi l'Europe, avec presque la moitié des Pays-Bas en danger, et la Belgique, où Bruges est également menacée de submersion.
La France, qui a 3400 km de côte, est aussi en péril puisque près de 400 000 personnes vivent sous le niveau de la mer dans le nord de la France. Quand la population se rendra compte de la crise liée à l'eau que nous traversons, les gens migreront vers les endroits où se trouve l'eau, car ce n'est pas une ressource infinie, mais tout de même une ressource que l'on partage. De plus, l'homme, comme toute espèce, souhaite sa survie, et l'eau est l'un des éléments indispensables à la sienne. Grâce à une intelligence artificielle, on peut prévoir les déplacements de 13 millions de personnes d'ici 2100. Atlanta, Houston ou encore Dallas seront les destinations les plus prisées, comme on peut le voir sur cette map. On voit que les zones en bleu seront les zones submergées d'ici 2100 et que les zones rouges seront les zones les plus concentrées en population suite à la migration. Une situation qui aura inévitablement des conséquences sur le bassin d'emploi, l'accès au logement ou encore sur les réseaux de transport de ces grandes agglomérations d'accueil. À l'aube de l'année 2020, la situation hydrique de la planète était déjà préoccupante. En 2040, elle est alarmante. Trop souvent négligée, la question de l'eau dans le monde apparaît comme un enjeu majeur, bien qu'elle aurait dû être prise en compte sérieusement bien avant. À l'image du reportage de mon cher confrère Zinedine, la situation internationale sur le sujet de l'eau est similaire à celle de la France, voire bien pire. Au niveau mondial, le déficit hydrique est de 40% depuis 2030. Depuis 2020, on observe une croissance de 55% de la demande en eau de la population mondiale. Effectivement, la population mondiale ne cesse de croître. Cette croissance démographique exerce un poids conséquent sur le système de distribution et de répartition de l'eau dans le monde. Cette situation s'illustre par le stress hydrique. Mais qu'est-ce que le stress hydrique ? On considère qu'un pays ou une région est en situation de stress hydrique lorsque ses habitants ont moins de 1700 mètres cubes d'eau par an. Dans ce cas, il est possible pour les habitants de ne pas avoir d'eau quand ils le souhaitent, voire dans les cas extrêmes, de ne plus avoir d'eau du tout. Cette notion est traître dans la mesure où ce stress hydrique n'est pas visible au quotidien. Ainsi, de nombreuses régions sont concernées sans qu'on puisse vraiment s'en douter. 2/3 des habitants sont concernés. Mais alors, quels sont les facteurs de cette pénurie d'eau de plus en plus fréquente ? Elle s'explique par plusieurs raisons. Premièrement, l'explosion démographique induit une augmentation de la surface agricole nécessaire à l'alimentation de tous les habitants de la planète. Or, l'agriculture représente plus de 80% de l'utilisation totale d'eau douce dans le monde. Donc, plus l'agriculture croît, plus la demande en eau est importante et moins il y en a. De plus, cette agriculture surexploite les nappes phréatiques qui sont presque épuisées. Dans certaines régions, il faut creuser énormément, plus de 80 mètres, avant de pouvoir trouver une seule goutte d'eau. Ainsi, l'agriculture surexploite les nappes phréatiques, mais en plus, elle les pollue par l'utilisation de pesticides. Il faut être conscient que l'eau représente un triple enjeu, écologique, économique et géopolitique. Précédemment, nous avons déjà abordé le point écologique. Économiquement, les pertes s'élèvent à un montant de 20 000 milliards de dollars. Ce sont les dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles, l'entretien et la réparation des infrastructures des réseaux hydrauliques, les assurances des sinistrés. Enfin, géopolitiquement, on assiste depuis plus de 20 ans à des conflits que l'on qualifie d'hydropolitiques. Les premiers conflits liés à l'eau sont apparus au Moyen-Orient et en Afrique. Donc premièrement, le bassin du Jourdain a fait et fait toujours débat. L'Israël a un contentieux avec ses pays voisins, le Liban, la Syrie et la Jordanie. Israël ne respecte pas les accords de partage de l'eau prévus dans les accords d'Oslo. Et donc, en contrepartie, le Liban, la Syrie et la Jordanie réclament réparation. Ils ont besoin de cette eau. En Afrique, la question de l'eau se pose problème depuis aussi énormément de temps. Depuis la construction du barrage Renaissance en Éthiopie, le Nil n'a cessé de s'assécher, provoquant la colère du Soudan et de l'Égypte, qui sont les pays traversés par le Nil. En effet, l'Éthiopie retient l'eau à la source du Nil. En Égypte, la vallée du Nil est le berceau de l'agriculture, mais aussi un foyer touristique majeur. Sans eau, l'Égypte a un énorme manque à gagner, et donc a besoin de cette eau retenue par l'Éthiopie.
Ces deux exemples de conflits ne font que se répéter. Et ils se sont étendus au monde entier. Par exemple, le bassin méditerranéen est actuellement en proie à de fortes tensions entre l'Espagne, l'Italie et la France. Alors, maintenant que le constat a été fait, quelles solutions pouvons-nous apporter pour résoudre ces problèmes? La première est l'utilisation de bassins de dessalement. Israël emploie déjà cette technique. 70% de son eau douce est issue de cette technique de dessalement. Malheureusement, elle est très difficile à mettre en place à grande échelle. Elle n'est pas non plus viable, elle pollue énormément. Donc pour pouvoir la mettre en place, il faudrait trouver un moyen plus écologique de dessaler. Cela pourrait être une première alternative. Ensuite, pour frapper le problème dans son cœur, il faut donc s'attaquer à l'agriculture et donc à l'irrigation. L'irrigation est un système très coûteux en eau. Certaines pratiques pourraient être mises en place grâce aux nouvelles technologies, mais aussi à l'irrigation goutte par goutte. Ainsi, des stratégies moins coûteuses en eau permettraient de réduire la consommation d'eau de manière significative. Désormais, nous nous tournons sur le territoire national français où les craintes de disparition totale des sources d'eau douce sont alarmantes. Depuis le XVIIIe siècle et la révolution industrielle, notre consommation d'eau en France a énormément augmenté. En effet, depuis le XVIIIe siècle, l'État français a mis en place des réseaux de canalisation qui permettent à chaque ménage français d'être approvisionné en eau potable. Aujourd'hui, une famille française composée de 4 individus consomme environ 150 000 litres d'eau à l'année, ce qui représente 410 litres d'eau par jour à travers nos besoins. C'est 35 fois plus que cela était au XVIIIe siècle. La mise en place de ce système a coûté énormément à nos réserves d'eau en France, dans nos cours d'eau doux et dans nos nappes phréatiques. Qui sont les principaux surconsommateurs? En plus de notre surconsommation d'eau en France pour les ménages, mais aussi de l'impact des industries locales sur nos cours d'eau, le réchauffement climatique a son impact. En effet, nous avons des étés qui sont de plus en plus chauds, mais avec des précipitations qui n'augmentent pas pour autant. La période estivale de 2012 à 2019, il y a près de cela 20 ans, fut la période la plus à sec depuis près d'un siècle en France. En effet, les préfectures ont commencé à mettre en place des plans de restriction d'eau afin de garantir et de préserver nos ressources dans nos nappes phréatiques. Malheureusement, l'épisode de sécheresse a repris depuis octobre dernier et nous craignons une sécheresse historique pour cet été 2040 avec une température de la Terre qui a désormais augmenté de 2 degrés par rapport au siècle précédent. Il nous resterait environ 20% des ressources en eau disponibles dans nos nappes avant une pénurie d'ici l'an 2050 à prévoir. Comme nous le voyons, ici le Doubs est très bas et nous craignons que d'ici 2050, ce cours d'eau, le Doubs, disparaisse. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.